Salut, c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Angélique Gauthier, photographe pour les hôtes passionnés avec le regard angélique. Angélique aide les hébergeurs à augmenter leurs réservations sans baisser leur prix, mais grâce à des images qui convertissent et un plan d'accompagnement pour une utilisation clé en main. Avant ça, elle ciblait la photographie équestre et plus largement animale en couvrant le secteur des propriétaires d'animaux, des concours d'équitation et des agriculteurs. En 2025, elle a recentré son activité pour les raisons qui vont être dévoilées dans cet épisode justement. Bonjour Angélique, comment vas-tu ? Bonjour Clémentine, ça va très bien, merci. Je suis ravie d'intervenir sur le podcast de la loose. Merci les filles pour votre accueil. Et on est ravis de te recevoir, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on propose toujours un petit jeu de questions à nos invités. L'idée, c'est que tu puisses répondre de manière spontanée. Si tu as envie de nous donner des explications, tu peux. Si tu n'as pas envie de te justifier, tu peux aussi. Est-ce que tu es prête ? Carrément, en plus j'adore les jeux, donc c'est parti, let's go. Ok. Alors, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi ? Aline Bartoli de The Bee Boost. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a permis une transformation et c'est un peu ma mentor. Je l'ai, entre guillemets, rencontrée sur Internet en 2021 et en fait, elle a été le coup de pied aux fesses qui m'a propulsée, qui m'a aidé à démarrer, en tout cas à reprendre l'activité et à faire en sorte que je change mon mindset et que je prenne ma place d'entrepreneur. Et elle continue de m'accompagner depuis 2021 et vraiment, elle change ma vie, elle a changé ma vie et elle me permet d'accomplir ce que j'aurais jamais cru capable d'accomplir il y a 10 ans. Quoi. Chouette. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs dont je fais partie. Ah, mais c'est une fille magique. C'est incroyable ce qu'elle fait. Ok. Deuxième question, quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment ? En ce moment, parce que jusqu'ici, c'était le fameux vaut mieux fait que parfait, made in Aline. Mais là, cette année, j'ai remarqué, c'est choisir, tester, itérer. Nice. Pourquoi ce changement de mantra ? C'était à l'occasion. En fait, je l'ai fait pour mes clients lorsque je fais mes petits webinaires, etc. Et j'ai voulu les accompagner en leur disant, bah, l'idée, c'est de faire un choix. Du coup, d'essayer de voir si ce choix correspond à dans notre organisation, dans nos résultats, etc. Et par rapport à ce qu'on arrive à en faire, unitaire, c'est-à-dire qu'on améliore, on peaufine, etc. Après, je me suis dit, mais en fait, la meuf, elle donne des conseils aux autres, mais ce qu'elle est en train de donner aux autres, elle peut se donner à elle-même. Et parce que jusqu'ici, dans toute ma vie, le fait de choisir et d'assumer un choix ou de fermer des options pour en garder qu'une, ça a toujours été quelque chose de complexe en moi, qui provoquait quelque chose d'assez difficile. Et qu'en fait, j'ai compris le fait de faire un choix, choisir, en fait, on teste et on peut améliorer le choix qu'on a fait. Et donc, du coup, je me l'applique à moi-même et c'était la phrase qui arrive en 2025 et que je vais vraiment appliquer pour 2026 parce que je sors de ma semaine de bilan pour avoir mis mon plan d'action pour 2026 et c'est ce qui ressort. Je fais des choix pour l'année à venir et que je vais tester plein de choses à mettre en place et que je vais améliorer et itérer tout au long des actions que je vais mettre au fur et à mesure. J'ai compris qu'un choix ou une action ne nous définit pas et qu'on peut tout à fait revenir en cours de route sur le plan, sur notre choix, sur une action, sur une décision, que rien n'est figé dans la matière et qu'un choix ne reste pas figé, quoi. Trop cool. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard dans l'interview. Et je précise juste pour les auditeurs, auditrices, parce que le jour où l'épisode sort, on est déjà en 2026, bien avancé. Mais au moment où on enregistre, on est encore en fin d'année 2025, donc d'où le fait que tu viens à peine de faire ton bilan, etc. C'est ça. Et l'anecdote, quand on a un laps de temps comme ça, c'est que quand je vais réécouter l'épisode, il y aura du chemin qui aurait été parcouru entre aujourd'hui de l'enregistrement et le jour où il sort. Et là, je pense que je me dirais, ah ouais, à cette époque-là, je savais pas qu'il allait ou m'arriver ça, ou avoir telle opportunité, ou que j'ai encore l'occasion de grandir, parce que des fois, on grandit très vite en très peu de temps, ou des fois, ça prend plus de temps. Et j'ai hâte, en fait, de voir cet espace-temps, de matérialiser ce qui va pouvoir se changer entre aujourd'hui et le moment où on va écouter. En fait, c'est la maîtrise du retour vers le futur, tu vois. En fait, on n'y croyait pas à ce film-là dans les années 80, mais c'est exactement ça, en fait. On fait un retour vers le futur en direct, c'est trop génial. Ok, trop cool. Donc, en un mot, maintenant, si je te dis échec, tu me réponds quoi ? Opportunité. Ok. En fait, il y a deux mots qui sont venus. Le premier, direct, c'est l'inverse, c'est réussite. Mais vraiment, ce qui est sorti direct, c'est opportunité. Faut que je développe ou pas ? Comme tu le sens.
Il m'est venu en fait réussite parce que c'est l'opposé en général. On se dit, bah, s'il y a un échec, il y a une réussite, mais l'opportunité s'est imposée parce que avec l'expérience que j'ai traversée, en fait, l'échec est une opportunité de faire mieux, différemment, de grandir, de mûrir, de changer une perception de la vie, de changer une perception sur un sujet ou un truc global, et qu'en fait, dès lors que on ne sait pas encore qu'on est en échec, qu'on vit un échec ou qu'il y a quelque chose comme ça, on n'a pas encore sous les yeux l'opportunité que ça va nous dégager. Ou en tout cas, quand on est dedans en train de le traverser, on découvrira plus tard quelle opportunité cet échec nous a amené, et que sans cet échec-là, ben, on n'en serait pas sur ce chemin-là aujourd'hui. Donc ouais, vraiment, je pense que c'est difficile à vivre, je sais, mais c'est une opportunité à traverser quand même. Tu prêches des convaincus, hein, pour le coup. Alors, question suivante, quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment, que ce soit dans ta vie pro et dans ta vie perso? Et le pire, c'est qu'en écoutant les podcasts, je répondais moi-même à ces questions-là. Que là, maintenant que je suis devant, je me sens démunie. L'émotion actuellement, en fait, il y en a. L'émotion générale qui m'anime, moi, c'est la joie. Le fun, je suis toujours assez joyeuse. Je suis souvent matérialisée comme une fille souriante et joyeuse. Alors, pour moi, c'est la base, c'est mon naturel. Mais je sais que dernièrement, ce qui m'a beaucoup traversée, c'est le doute. C'est aussi une émotion, le doute, le fait de douter de si on a fait le bon choix, si on est dans la bonne direction, si toutes les fameuses «et si», les fameux «et si» qui nous pourrissent la vie. Et aussi, il y a une émotion qui actuellement commence un petit peu à grandir, suite à des lectures justement, c'est un peu la foi. La foi en moi, la foi en mes choix, la foi dans ma direction, et cette chose-là. C'est un peu ambivalent tout ça. C'est un gloubi-boulga, de toutes ces choses-là. J'arrive pas à en sortir une seule parce qu'elles, évoluent les unes avec les autres. Tu vois? Un peu comme dans le film avec les émotions là, vice versa, tu vois? Tu as une qui prend la place avant l'autre et ça, c'est tout ensemble. Puis évidemment, chez moi, il y a toujours une anxiété qui est là, que j'ai toujours, souvent ignorée, mais maintenant que je sais qu'elle est avec moi, bon bah, je lui prends la main et puis je dis: «Bon cool, allez viens, on y va ensemble». Je vois, Clem, elle a l'air ravie de ce que tu dis. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Avec Non, mais ce qui plaisir. me fait rire, c'est le vice versa, alors qu'on a eu exactement la même référence à l'épisode précédent, donc C'est vrai. ça m'a Ah, fait trop rigoler. fort! Alors l'anecdote, je dévoile que je n'ai pas vu les vice versa. J'ai très envie de les voir, mais en fait, comme j'ai vu plein d'extraits, plein de reels, plein de trucs qui sont passés par là, par là, j'ai vu en fait que quelle est la matière du film, et j'ai très envie de la regarder. J'ai pas encore pris ce temps-là, mais le peu que j'en ai vu comme extrait, ça me parle énormément, et donc du coup, c'est petit clin d'œil. Donc je dis pas que je connais, pleinement le film, mais les extraits que j'ai vus me permettent de pouvoir en parler un petit peu. Trop bien. Quel est le pire conseil, qu'on t'ait donné ou celui que tu détestes le plus? Le pire conseil, c'est, il y a une question de, lâcher prise sans lâcher la prise, le fait de lâcher prise ou de parce que c'est comme ça, ou des fois des conseils à 2 balles, enfin les trucs où des fois quand tu es réunion entrepreneur, il y en a qui te donnent des conseils qui sont sortis ni d'Ève ni d'Adam, et en fait ceux qui ne on sait très bien que ça ne quand on les reçoit, ça ne nous correspond pas à nos modes de pensée, modes d'action, modes de fonctionnement en fait, et ouais en fait, il y en a plein des conseils pourris, mais le parce que les fameux conseils, le «il faut». Tous les conseils qui commencent par «il faut», vraiment je les exècre parce que le «il faut», en fait, ça vient d'une injonction extérieure, ça vient pas de nous. Donc dès lors qu'on répondra à quelque chose par il faut que je publie, il faut que je fasse ma newsletter, il faut que, c'est qu'on fait ça pour répondre à un besoin extérieur de visibilité, de reconnaissance, parce qu'on doit, parce qu'on nous a dit que. Alors que si on part du système intérieur de: «J'ai envie de faire ma newsletter parce que j'ai envie d'interagir avec ma communauté, j'ai envie de créer ce post parce que j'ai envie de me montrer» et cetera, et ben là, le sentiment est totalement différent parce que ça part d'un élan interne, et c'est ce qui fait que ça fonctionnera mieux que le «il faut» qui est une réponse et qui est une réaction. Alors que le «je choisis, je veux faire ça» est une action qui part de soi-même, et l'élan de soi, c'est la base pour, incarner en tout cas notre matière, notre message, tout ce qu'on veut véhiculer dans notre activité. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais répondu, exactement pareil que toi sur cette question quand on avait fait et Clem aussi, ouais, quand on avait fait l'épisode pour lancer la saison 2. Il me semble que c'était déjà revenu dans nos discussions, donc très chouette. Dernière chose, dis-nous un truc que personne ne sait sur toi. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement inutile, ou loufoque, tu vois? Vraiment un truc un peu inédit. C'est côté entrepreneurial ou ça peut être juste de la personne en général? Tout ce que tu veux. Bon, le premier truc qui m'est venu, c'est que ce que personne ne sait, c'est que je joue de la trompe de chasse. Alors, Le on f veut des explications.
Bah, en fait, la tourne de chasse, donc c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est pas que, de sonner quand on est à cheval, avec le côté ceux qui sont pour et contre, la chasse à courre, il y a aucun débat, j'accepte les 2. On peut très bien sonner de la trompe de chasse et être contre la chasse, tout comme, ne pas sonner la trompe de chasse et faire la chasse à courre tous les week-ends. Et en fait, la trompe de chasse, c'est une manière quand on est en chasse à courre de communiquer avec tous les autres dans la forêt, quand on voit le cerf, le sanglier et cetera, mais surtout que selon les notes qu'on va jouer, les sons qu'on va jouer, on informe les autres que, il est passé à l'est, au nord, qu'il a traversé, qu'il est sorti le débûcher, quand il est revenu dans le bois, le rembûcher, chaque équipage a sa fanfare et cetera et j'ai toujours été tu vois, en fait, d'en parler, ça vibre dans mon corps. Dès que j'ai entendu ces sons-là, c'est en plus on ça s'appelle des fanfares. J'ai toujours été mais ça vibre au fond de moi avec une forte émotion et cetera et j'aime aussi, je suis issue de la campagne. Mon père est chasseur, mon conjoint est chasseur, j'ai grandi dans ce milieu-là. Même s'il y a des choses sur lesquelles je ne cautionne pas, c'est parce que je chasse ou que j'apprécie la chasse, quelque chose que je cautionne, tout le temps. Et je cautionne des choses autant chez les anti-chasses que chez les pro-chasses, hein, c'est des 2 côtés, chacun a des convictions tout à fait justes et qu'en fait, j'ai eu l'opportunité il y a 1 an, grâce au club photo dans lequel je fais partie, à un des membres, on a parlé de ça. J'ai appris qu'il jouait et je trouvais ça génial et que du coup je pouvais apprendre. Du coup, j'ai rejoint un groupe et mon père avait une trompe de chasse qu'il n'a jamais jouée parce que mon père est chasseur à tir et au boulot, il était ingénieur et ils ont mélangé chasseur à tir, chasseur à courre, ils ont fait tout un gloubi-boulga et ils lui ont offert une trompe de chasse. C'est un montant assez onéreux et il en a jamais joué et comme, bah, j'avais du coup une trompe à ma disposition, il me l'a prêtée, donc je pense que c'est un héritage et ça fait 1 an que j'apprends et la première année est délicate, hein. Les premiers jours, on fait pas des notes, hein. Même là, aujourd'hui, je suis pas encore en train de faire une fanfare. Mais voilà, j'ai remarqué que les 2 ou 3 fois que j'en ai parlé, ça impressionne ou ça rend un peu les choses bizarres. C'est quelque chose que je me dis: «Tiens, petite anecdote que personne ne sait, bah, il y a ça». Bah, c'est pas commun, effectivement. Donc super, merci pour cette anecdote, originale pour le coup. Donc nous, si on t'a invité, c'est que avant de te spécialiser pour les hébergeurs, tu ciblais le monde équestre, donc en soi, 2 salles, 2 ambiances, hein, ça n'a rien à voir sur le papier. Donc l'idée, c'est que tu puisses nous raconter un petit peu ce changement radical, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Mais avant qu'on arrive au changement, est-ce que tu peux rapidement nous dire comment tu as commencé? Pourquoi? Enfin voilà, quel était le contexte de ton entrepreneuriat, de base? OK. Pour savoir déjà pourquoi j'étais photographe équestre, c'est que tout d'abord dans ma vie, le cheval est arrivé comme une passion grâce à une amie d'enfance. Audrey, si tu passes par là, je te salue bien fort et je t'embrasse avec tout mon amour. Et qu'en fait, dans mon enfance, j'ai jamais réussi à monter régulièrement à cheval parce que les parents, ils ont toujours dit non. Mais en fait, à force de lire, boire, manger cheval, de lire tout ce que je pouvais sur les chevaux, d'aller les regarder dans les prés, de faire toutes mes étés en colo et que je voulais pas faire un métier dans les bureaux parce que mes parents étaient dans les bureaux et que j'en avais une très mauvaise image, je voulais faire quelque chose qui m'anime. J'ai fait une formation agricole pour travailler dans le cheval. Je me destinais à travailler initialement, avec les chevaux. C'est ce que j'ai fait parce que du coup, j'ai travaillé, presque 15 ans avec eux. J'ai passé mes diplômes avec eux, j'ai fait un BEP et un bac pro et en fait, avant même d'être diplômée du bac, j'ai été embauchée, truc qui a rien à voir, mais dans les premières cabanes perchées de Seine-et-Marne et d'Île-de-France. C'était le truc qui venait d'arriver, c'était un concept qui venait d'Amérique et en France, on n'était que 3 ou 4 à faire ça. On était les pionniers, quoi. On n'avait pas comme aujourd'hui, les aides avec, les podcasts, les blogs, les coachings, les parcours d'expérience et ceux qui sont déjà passés par là avant. Et en fait, j'ai été embauchée là-dedans un petit peu en dilettante et donc j'étais un coup, dans les cabanes perchées et puis, les parents de ma patronne, en fait, étaient, éleveurs de pur sang en Normandie pour les chevaux de course. Donc des fois, je faisais 2 mois en Normandie, je revenais 1 mois sur les cabanes, je repartais en Normandie. Il y a même des fois, comme c'était un truc de famille, où en fait, elles se faisaient leur plan elles-mêmes et c'est que moi qui jonglais entre les 2 et je découvrais qu'en fait, je partais en avril, faire naître les poulains, je revenais et cetera. Donc mes premières expériences dans l'activité, dans la vie professionnelle, c'était ça, c'était un mix entre le cheval et l'hébergement, en nature en tout cas, parce que c'était toujours lié à être dehors et donc j'ai fait des haras pour, faire naître des poulains, des chevaux de course et gérer des étalons et des juments. J'ai aussi travaillé dans des écuries, de propriétaires, dans des centres équestres. Il y a eu un jour, j'ai été dégoûtée du cheval parce qu'il y a une patronne qui dans le milieu du cheval, ceux qui sont dedans le savent, mais ceux qui sont pas dedans vont le découvrir, c'est qu'on est très mal rémunéré. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Par exemple, j'étais, embauchée sur un contrat au SMIC de 35 heures, donc je sortais presque des études, donc ça peut se comprendre. Mais dans la réalité, j'en faisais 70. Je travaillais du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures. Et en étant chez mes parents, je n'avais déjà pas de vie sociale parce que mon jour de repos, c'était le vendredi. Mais surtout, en fait, j'arrivais pas à joindre les 2 bouts, quoi. J'avais pas encore le loyer et j'étais, un peu dans la merde financière et donc
Et un jour, la patronne m'a dit: «Oui, bah, écoute Angélique, en plus de faire les écuries, les machins et que tu crapahutais partout dans les écuries, ce serait bien que tu, aussi montes à cheval et que tu charges fausse. Moi, j'aurais juste à gérer les clients». Moi, je l'ai regardé, j'ai pleuré et en fait, j'ai posé madame et à partir de ce jour-là, j'arrivais plus à l'heure, quoi. Et c'est là après que je suis partie dans de l'hôtellerie pour faire parce que, bah, vu que j'ai une expérience d'accueil, client dans des séjours hôteliers, que j'ai fait des ménages, des petits déj, des dîners, de la gestion clientèle et cetera et de gestion de stock, ça doit pas être compliqué. Donc je suis partie faire de l'hôtellerie parce que je ne pouvais plus voir une fourche, je pouvais plus voir un box, je pouvais plus voir, le fait de pourtant j'étais propriétaire du logement, mais je pouvais plus voir le fait de travailler dans ce milieu-là. J'ai clairement, j'ai été en dégoût au point d'en vomir et donc du coup, je suis partie fâchée dans l'hôtellerie et donc j'ai eu 2 ans d'expérience qui ont aussi, été transcendantes. C'était un challenge et je suis fière aujourd'hui d'avoir parcouru ces 2 années-là et si j'ai un message à donner à la moi de l'époque, c'est de dire, «Tiens bon, tu ça te servira beaucoup pour la suite» et à l'époque, je doutais beaucoup, mais vraiment, ça m'a vraiment servi et puis par pur hasard, en fait, je suis rev enfin, il y a un drame qui s'est déroulé dans les cabanes et donc ma patronne me rappelle en me disant, «Est-ce que tu veux revenir?» et moi: «Mais oui, carrément, je reviens!» «Bah, attention, on ne sera peut-être pas payé comme là tu es» parce que j'avais des statuts, j'étais assistante de direction, on chapeautait 2 hôtels et j'ai dit: «Si, si, vas-y, je reviens» et en fait, du coup, je suis rentrée dans les cabanes et on a tenu les dernières années et j'étais et autant propriétaire de ma jument avec des chevaux sur place que de gérer ça et puis les cabanes se sont arrêtées en, 2018. Fin 2018, on arrêtait. C'était pas le fait de plus avoir assez de finances et rien, c'était un choix de leur part parce que sur le lieu, ils étaient en famille. Ça se passait pas comme ils voulaient. Ils pouvaient pas donner l'expansion, en fait, au domaine familial parce qu'il y avait un château, il y avait un parc de 400 hectares et en fait, ils voulaient, le château était un héritage, ils étaient la 3e génération et il fallait transmettre ça à la suivante et en fait, ils voulaient tout préparer parce que c'est un cadeau empoisonné, en fait. Dès lors que c'est pas un achat décidé, choisi et cetera. D'ailleurs, ça a été un héritage. L'État n'aide pas en fait, c'est tous ces domaines-là et que la famille était un petit peu en tension et ils ont choisi d'arrêter et moi, dans toutes mes expériences avec eux, avec mes 2 patrons avec mes patrons aux cabanes perchées, en gros, tant que le job était fait, tant que les clients étaient contents, que le travail était fait, j'étais libre de faire tout ce que je voulais. Je m'organisais comme je voulais, je pouvais faire des ménages un coup le matin, un coup l'après-midi, décider que j'en faisais un le lendemain parce que la cabane n'était pas relouée. Si les clients arrivaient à 14, 16 et 18 heures, je pouvais m'absenter entre-temps, aller faire mes courses, faire ma vie, enfin free. En fait, tant que les clients étaient contents, c'était le cas. J'étais libre. Même, en fait, il y a même des fois où si j'avais toutes les arrivées à 18 heures et un à 14 heures, ça m'arrangeait pas, j'étais libre d'appeler le client pour dire: «Je suis absente à ce créneau que vous avez réservé parce que j'ai un rendez-vous et cetera. Est-ce que vous êtes OK pour, décaler ça à 16 ou 18?» et puis limite, je pouvais offrir un petit kit apéro ou quelque chose et toute cette liberté-là d'organiser mon temps, de faire ça comme je voulais, un peu comme je voulais et de rendre de compte à personne et qu'en fait, c'était presque ma boîte. À la différence près, c'est que je faisais pas la déclaration de comptable. Mais tout le reste, en fait, c'était moi qui chapeautais tout ça et en fait, je me suis dit: «Mais jamais, jamais je pourrais retrouver un salariat où j'aurais autant de liberté, dans lequel je me sentais bien». Parce que tous les salariats vécus avant étaient toujours, les 2-3 premiers mois, c'est assez chouette, mais en fait, à la fin, ça me gave et je me sens emprisonnée et qu'en fait, justement, il y a des jours où on met de l'effort et cetera, mais on peut pas avoir la liberté d'avoir une souplesse, de dire: «Bah, on peut négocier qu'un jour j'arrive plus tard et un autre jour, je rattrape les horaires». Non, non, ça fonctionne pas comme ça, faut rester psychorigide dans nos horaires. Et allez vous faire foutre, en fait. Moi, ça m'arrange pas de faire ça et moi, je veux vivre ma vie. Je suis pas là, juste pour être un petit pantin qui fait bien ce que vous voulez. Donc, en fait, et c'est là que je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire après?» J'allais avoir un an d'accompagnement avec le Pôle emploi puisque j'étais en licenciement économique et j'étais, en fait, lancée dans la photo. Ça faisait, 3 ans que je faisais la photo à titre perso, mais j'avais fait un gap parce que j'avais rejoint un club photo qui est réputé, qui est médaillé chaque année, qui est récompensé en coupe de France et qui gagne et cetera et je me suis dit: «Bah, c'est le moment, en fait, meuf, tu vas plonger et puis tu vas t'y mettre». Parce qu'au départ, j'ai quand même réfléchi racheter les cabanes, à racheter l'entreprise et à développer le truc. Mais j'ai bien réfléchi, même si c'était un montant onéreux, la banque, en fait, j'allais être, pieds et mains liés à la banque pendant au moins 5 à 7 ans et que, j'allais être tributaire d'un lieu qui ne m'appartient pas et que déjà que mes anciens patrons, ça fonctionnait pas avec leurs parents et c'est pour ça qu'ils partaient. Moi, j'ai pas de lien de famille, donc si en plus ils veulent pas des cabanes, ils veulent pas de moi, ils vont pas faire comme avec leurs enfants à mal le parler, ils vont juste avoir à augmenter le loyer chaque année 50 et au bout de 3 ans, je coule la boîte. Donc du coup, j'ai fait ce choix de me lancer et donc voilà pourquoi je suis arrivée à cette, métier de photographe et quelles étaient mes connaissances et ce que je savais mieux faire et ben, c'était, de la photographie équestre parce que j'ai travaillé avec eux pendant 15 ans. Le secteur agricole parce que j'ai fait mes études dedans. Ma jument était en pension tout le temps chez les agriculteurs, que je consomme local. Je connais le réseau Bienvenue à la ferme, ce sont des valeurs, je les comprends, je les connais et je veux les aider. C'est quelque chose où,
Aujourd'hui, moi, on me voit très peu d'un supermarché et je cautionne pas d'aller acheter des produits d'un supermarché. Aller faire l'effort d'aller dans des petites boutiques de bien mal à faire, mais quitte à dispatcher des trucs, mais c'est mes valeurs et que je peux faire un discours pendant 1 heure sur ça, quoi. Et donc je me dis: «Bah, je vais mettre toutes mes convictions et tout ce que je sais faire au service de toutes ces personnes-là». C'est pour ça que j'ai été photographe, du coup, de chevaux et du coup, dès qu'on sait photographier un cheval ou le propriétaire qui a un cheval, il a souvent un chien, un chat, un lapin avec lui. Donc en fait, on élargit et tout ça, en fait, de tout mettre et d'avoir du coup en étant photographe, j'étais photographe, mais du coup pour 4, allez 5 cibles. Donc du coup, en fait, j'avais 5 entreprises, mais sur le coup, je l'ai pas compté. Voilà tout ce qui m'a amené en fait à devenir photographe. La première année a été catastrophique. Mais quand je dis cata, j'ai de la première année, j'ai beaucoup grandi aussi, mais vraiment, cassage de gueule complet et on arrive fin 2019 en me disant: «Bon, bah, ça prend pas l'essor que je veux. On va peut-être sécuriser le truc, on va chercher un petit job à mi-temps pour, rentrer, l'argent et être un peu plus stable». Parce qu'en plus, à cette époque-là, on venait d'acheter une maison en travaux et que, bah, en fait, il fallait sécuriser un peu le truc parce que ça commençait à être la merde. Fin de contrat Pôle emploi, machin et cetera et du coup, je me suis dit: «Bah, quel est le job dans lequel je peux aller postuler sans que ça me soit une grosse contrainte et sans que ce soit un gros stress pour moi, tout en ayant le temps de mettre sur, tout en ayant le temps de mettre du temps sur mon activité en parallèle». Bah, du coup, je suis repartie dans le cheval alors que j'en voulais plus et je suis repartie à mi-temps dans une écurie, qui est la seule écurie de ma vie que j'ai rencontrée où on avait des horaires de bureau et dès qu'on faisait des heures sup, on était payé en heures sup. Chose très rare, mais par la suite, ça ne s'est plus passé comme ça et en plus, c'était une excellente idée de signer un contrat en CDI le 3 décembre 2019 parce que 2020, bah, on sait tout ce qui s'est passé et que c'est pour ça que ça m'a vraiment sauvé la mise. Donc en fait, on en revient au parcours de tout est juste et que, bah, il y a des fois, en fait, de choix ou d'essais, à la fin, finalement, ça m'a bien aidé, ça m'a bien sauvé malgré tout. OK et donc hyper intéressant, donc tu te lances dans la enfin, dans ce monde-là, la photographie avec animal, équestre, tout ça. Tu nous dis que ta première année a été catastrophique. Est-ce que tu peux, expliquer rapidement, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a été catastrophique? Comment tu l'as vécue? Elle a été cata parce que j'ai fait un chiffre d'affaires digne d'un hobby et non d'une activité. J'avais aucun plan, aucune structure. Et aussi, en fait, j'étais gouvernée par mes peurs et par, l'injonction de se montrer et cetera. Je savais pas trop où j'allais, que j'avais plein de clients qui me demandaient des trucs. J'ai signé plein de devis, mais qui, en fait, n'ont jamais été signés parce que j'avais pas une offre irrésistible. J'avais rien de structuré. J'étais, en mode, j'avais aucun argument marketing, aucun copywriting, que dalle. On voyait bien et puis dans mon langage non verbal, j'étais vraiment une débutante à fond. J'ai fait beaucoup de réseaux, tout ce qui est BNI et cetera. J'ai été invitée un peu partout, mais bah, évidemment, quand on n'a pas une posture, un message clair, bah, tu te prends des portes et aussi à l'époque avec, mon ex-conjoint en fait, alors là, c'est un aveu parce que je dis ça en public, mais en fait à l'époque, il était moi aussi, je reconnais, on était tous les 2 insécures au niveau de l'argent. L'achat de la maison est venu renforcer parce que l'argent est un révélateur. Donc l'achat de la maison est venu renforcer tout ça et en fait, dès que j'envoyais un devis, il j'ai dur à l'avouer, hein, mais dès que j'envoyais un devis, il fallait d'abord que j'ai la validation de mon ex-conjoint et qu'il regarde qu'est-ce qu'il en pensait, s'il était d'accord avec le montant ou pas. Et qu'en fait, il y a des fois, ils me disaient: «C'est trop cher, essaie de jamais, faut que tu baisses le prix», plein de choses comme ça et donc en fait, il y a des fois des devis où tu mets tout de suite moins 30. Mais pourquoi tu fais moins 30? La personne elle t'a rien demandé, donc ça veut dire que tu te dévalorises. Ça veut dire que toi-même, tu envoies le message que ton devis ne vaut pas ton tarif et qu'en fait, tu te dévalorises toute seule, en fait. Et cette première année, en fait, c'est l'année avec le recul, ça, j'ai la fierté qui arrive de me dire que 2019, c'était l'année du courage. Le courage de m'être lancée, le courage d'avoir plongé, le courage d'avoir essayé, tu vois? Mais surtout le courage au fond de moi d'avoir révélé la personne qui s'est marqué ses limites parce que c'est cette année-là, ou peut-être 2020, où en fait j'ai choisi d'assumer le courage de dire à mon ex-conjoint, d'en fait à la fin qu'il arrête de me gouverner et d'arrêter de choisir pour moi les devis, de regarder ou en tout cas de valider ou pas les devis et en tout cas, si je lui montrais en fait, il réveillait en moi l'insécurité. Est-ce que mon devis est juste ou il est mauvais? Et en fait mon devis n'était ni bon ni mauvais en fait, c'était, à moi de savoir qu'est-ce que je formulais, pourquoi, comment, le besoin de mon client et à cette époque-là, j'étais pas du tout là-dedans. Je comprenais pas du tout qu'il fallait fonctionner comme ça, tu vois? C'est pas qu'il fallait, mais que c'est conseillé quand on fait son devis de connaître, les besoins de son client et les envies, les problématiques profondes et qu'est-ce qu'on va résoudre en proposant ce devis-là. C'est pas juste de faire un devis pour dire on a un client, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce que nous on va résoudre dans la problématique qu'il traverse et à cette époque-là, j'avais pas du tout ce cheminement dans ma tête. C'est violent quand même ce côté, enfin, c'est fort de nous le dire et de l'assumer à haute voix, mais ce côté genre
c'était pas dans tes mains en plus ce côté enfin déjà que tu avais pas les connaissances pour, et l'organisation pour avoir les bonnes infos sur ta cible et cetera et en plus tu avais ce côté, perso qui venait, te freiner, enfin te renforcer ton insécurité par rapport à tes devis, quoi. Et en fait, c'est ça le message, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat est vraiment la plus belle manière pour moi de se révéler à soi-même qui on est et d'aller chercher au fond de soi et au fond de ses tripes, ce qui ne demande qu'à être révélé, en fait. Sans ce lancement, sans le fait de choisir de me mettre à mon compte, que ça aurait été photographe ou autre chose, j'aurais jamais découvert la personne que je suis en train de devenir, en fait. Le fait que certaines personnes pourront trouver, malsain que le conjoint regarde, valide l'eau de vie ou pas et cetera, mais en fait, c'est le conjoint n'est pas responsable. La seule personne qui est responsable de cette affaire-là, c'est moi. C'est moi qui l'ai autorisé à regarder et à me donner son avis et à chapeauter un peu ce que je faisais. C'est en fait, le tort et le mérite, il est pour moi, en fait. Si je suis contre ça, bah, c'est à moi de réussir à marquer mes limites et à marquer que c'est pas une attitude que je souhaite, mais à l'époque, je savais pas. Bah, disons qu'il y en a, des responsabilités des 2 côtés, quoi. C'est évidemment, tu as le laisser faire, mais il y a aussi des personnalités qui, aiment bien alors après je le connais pas, donc je suis pas là à juger, mais dans le sens attention, ne te remets pas toute la faute non plus. Oui, tu aurais pu poser peut-être des limites avant, mais il y avait une histoire, tu nous l'as dit, d'insécurité, de Mmh. chaque côté. Bon, toujours un peu complexe, mais l'essentiel, c'est que ça t'ait appris des choses sur toi. Complètement. Mais surtout que je le matérialise grâce à aujourd'hui, au fait d'accepter de faire une prise de recul Ouais. et en fait, là, je suis un peu dans le cheminement de me dire, où est-ce que j'en suis et quand je regarde le chemin, je fais: «Ah, j'ai déjà fait toutes ces randos-là, punaise, elle est belle cette cordillère des Andes», tu vois? Limite, ou cet Himalaya, tout ce qu'on veut, tu vois? C'est accepter de regarder avec vulnérabilité tout le chemin qu'on a parcouru, quoi. Et du coup, tu nous dis donc première année, bon ça t'a fait tu t'es rendu compte que ouais c'est chaud, ce là je suis un peu dans le pâté donc tu prends, un boulot à côté. Hem, mais est-ce que ça progresse? Est-ce que tu arrives à travailler sur ces sujets-là ou tu restes en fait dans cette dynamique juste, tu as cet apport financier qui peut te permettre de, bon, souffler un petit peu, mais est-ce que tu travailles sur ces problématiques de fond finalement pour trouver où est le problème, Non, parce que, à l'époque, j'avais pas cette maturité-là et puis surtout qu'en fait, arrive 2020 avec tout ce qu'on connaît. Qu'en fait, même dans le milieu du cheval, on a été tous un peu confinés, plus de concours, plus rien, donc 2021 année 2020 année cata et en fait, il faut savoir qu'en 2021 dans le milieu du cheval dans lequel je baignais, puisque je travaillais 3 jours par semaine, dans une écurie, 2021, on a connu dans le cheval la même année que 2020 pour les humains. C'est-à-dire qu'il y a eu un épisode de maladie équine. Pareil, un virus qui se transmettait via la respiration des écuries et cetera. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir peut-être et en fait, en 2021, des écuries ont été confinées à 2 reprises parce qu'il y avait donc pareil, arrêt des concours pour enrayer la maladie. Comme si aujourd'hui, pas que comme on enregistre, il y a la fameuse, dermatose nodulaire pour les bovins. En fait, pour enrayer ça, on devrait confiner les vaches, et que dire à tous les départements: «Il y a plus aucun mouvement de vache, le salon de culture n'accueillera pas de vaches» et qu'on confine ça pendant 40, 50, 60 jours pour enrayer la maladie et de vacciner tout le monde. C'est ce qui s'est passé au niveau du cheval, plus de concours, plus de mouvement, surveillance accrue et cetera parce qu'il y avait plein de porteurs sains qui et c'était une hécatombe d'avoir des chevaux malades et tout et donc une année 2020 de crise parce que c'était une crise humaine du covid, s'est reproduite dans l'économie équestre, spécifiquement équestre parce que les chevaux étaient contaminés à une grippe équine comme on a connu en 2020. Donc en fait, moi, j'ai baigné pendant 2 ans dans le côté de: «Il se passe rien, on fait rien, les entreprises équestres sont en difficulté, que, bah, sans concours, sans rentrée d'argent, sans cours, sans rien, c'est un peu le bordel, quoi» et en fait, j'ai macéré pendant 2 ans un peu en mode statu quo et que, bah, comme c'est la merde, on fait rien, on attend, on reste comme ça et on verra. Mais je savais très bien que j'allais jamais démarcher des clients parce que d'office, déjà que le milieu du cheval, on sait très bien que c'est un état tout le monde pense qu'il y a de l'argent, mais en vrai, il y en a pas forcément partout, ni tout le temps. Mais en tout cas, je savais très bien que c'était inenvisageable d'aller oser démarcher des gens pour des besoins que, de base, et j'ai découvert ça récemment, pour des besoins qu'ils n'avaient pas conscience, ni même qu'il y avait pas forcément de besoin, quoi. Donc 2020-2021, c'était 2 années entre parenthèses en statu quo, où on végète, on fait quelques offres et on fait, un chiffre d'affaires, pour être honnête, à moins de 7 000 € par an. O et du coup, donc si je résume très grossièrement, tes 3 premières années d'activité, tu galères, voilà. Oui, Heu, c'est un hobby, reconnaissons-le, c'est au stade du hobby. OK et du coup, qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que tu vois, au bout de 3 ans, dans un schéma classique
très grossier, tu plus d'aide de l'État, tu plus de chômage, tu plus ce genre de trucs et cetera. Qu'est-ce qui te pousse à continuer, à persister justement? Surtout que tu viens d'évoquer le fait que tu as identifié que finalement tes clients n'avaient pas forcément de besoin, ou du moins de besoin Alors conscient. non, à cette époque-là, j'avais pas identifié, c'est tout frais mais à cette époque-là, moi j'étais, «Ah si, vas-y, leurs chevaux, ils ont besoin de les vendre, ils ont besoin de les vendre cher, ils râlent qu'ils les vendent pas assez cher, mais s'ils ont des bonnes photos, des bons articles, ça va se vendre cher, ils pourraient mieux vendre leurs écuries». C'est la fille qui voit de quoi ils ont besoin eux, de qu'est-ce qui pourrait leur apporter en plus, même des clientes, faire des photos avec leurs chevaux parce que moi j'ai été propriétaire. J'ai perdu ma jument le jour du confinement et qu'en plus en 2020, je m'étais dit: «Bah, ma jument elle a perdu de l'état et tout», elle avait 29 ans. Elle allait avoir 29 ans et je me suis dit, «Non, non, mais j'ai repoussé plein de fois, vas-y, cette année, je veux faire un vrai shooting avec un professionnel». Et je me suis dit: «Bon, bah, on sait que les chevaux en sortie d'hiver au mois de mars, c'est pas le top», donc je me dis: «Je la retape», mais au mois de mai, quand elle aura un beau poil d'été, même si elle est maigrichonne parce qu'elle était âgée, je me dis, j'avais très bien prévu qui est-ce que j'allais faire appel comme photographe pour me dire: «Je fais mon shooting avant qu'elle parte». Bah, elle est partie le 19 mars à presque 29 ans, à 1 semaine de son anniversaire. Donc j en fait, Elle a flippé de la trentaine, elle s'est dit: «Non, non, tout le monde me parle de la trentaine, c'est pas ouf, j'y vais pas les gars». Mais en fait, le pire, c'est que en ayant vécu ça, pour moi, ça m'avait rapproché les propriétaires parce que du coup, je savais pertinemment toutes les raisons pour lesquelles ils faisaient pas leur shooting de bah je suis trop grosse, j'ai grossi, je me sens pas à l'aise, mon cheval il a maigri, non il est pas en état, non je voudrais aller dehors à tel endroit mais mon cheval il est ingérable en main, faut que je travaille ça, tu sais, il faut que je travaille mon cheval avant machin, et il faut que les machins. Alors qu'en vrai ta séance elle peut très bien se faire très bien en l'état avec comme tu es dans son pré. Enfin, je m'étais mis plein d'injonctions, plein de il faut que, plein de trucs pour que ça fasse une séance grandiose et en fait je suis passée à côté de ça et qu'en fait moi c'était une des douleurs et c'est sur lequel, en fait, j'avais compris que c'était un levier pour, aller, chercher ma clientèle de propriétaires. Mais bon, ça a pas plus marché que ça. Ça donnait un peu un message en eux, mais c'est pas ça forcément qui a à chaque fois déclenché des ventes, quoi. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, Lise, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que, après arrivée de fin 2021, qu'est-ce qui se passe? En fait, fin 2021, j'en ai assez. Je sens que mon couple bat de l'aile, qu'avec la maison, le projet se casse la gueule à fond, qu'on est en train de se mettre en danger financièrement, en grave danger d'ailleurs, et qu'en fait, en gros, ça peut plus durer. J'en peux plus, je veux plus être à mi-temps dans cette écurie parce que ça me coûte du temps et de l'énergie, ça m'apporte rien parce que ça fait du SMIC mi-temps, ça fait du 780 balles par mois donc bon, c'est pas ouf. Plein de choses comme ça en fait et en gros, je me sens englobée dans une situation où je suis dépendante de mon ex-conjoint pour être à 2 dans un loyer qui nous est à peu près, arrangé et cetera. Enfin toutes ces choses, ces injonctions mais que je sens bien que ça me correspond plus, ça me colle à la peau, je veux m'en défaire, j'en peux plus. À cette époque-là, je constate que ça va plus, je ne sais pas comment faire et je me dis: «Punaise, comment faire ça? Je veux ça, mais comment, 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 comment?» Et en fait, il m'arrive un incident de santé. Coup sur coup, c'est que, je fais 3 phlegmons consécutifs aux amygdales, en sachant que, le premier a failli un peu, m'emporter. En fait, un phlegmon, c'est un énorme abcès aux amygdales et qu'il faut savoir que je suis très sensible à l'énergétique, la numérologie et cetera et que j'ai appris grâce à cet épisode-là, que le siège de la colère, c'est la gorge, que depuis que je suis petite, je passe mon temps à faire des angines et des otites à répétition et que l'abcès, le phlegmon, c'est le truc ultime et que c'est des choses non dites qu'on n'arrive pas ou à exprimer parce qu'on n'est pas écouté, pas entendu et cetera et en plus, à chaque fois que j'ai fait un phlegmon, je connais exactement l'élément déclencheur qui fait que dans le soir, j'avais mal à la gorge et le lendemain, j'ai développé le truc et surtout qu'en fait, ça m'a donné tous les signaux qu'il y avait plein de choses qu'il fallait que j'arrête et qu'en fait, je me fais opérer début 2022 parce que comme j'en ai fait j'en ai fait coup sur coup, notamment un, j'en fais un le 3 décembre, donc tu tapes 3 semaines d'antibiotiques, tu passes Noël, donc les antibiotiques s'arrêtent, juste avant Noël. Putain, 31 décembre, il se passe un truc dans ma vie privée, rien de grave, mais que moi je prends comme quelque chose d'une attaque personnelle. Le 1er janvier, je refais un phlegmon. J'ai dit: «Vas-y, c'est bon, j'appelle la clinique, je me fais opérer» et en fait, comme on était en période de covid et que si jamais tu étais déclaré positif, ton opération elle était décalée et que c'était déjà super long à prendre, que la mienne était programmée en mars et que si jamais c'était décalé, ça revenait au mois de juillet en pleine chaleur, peut-être les shootings, les machins, les trucs, tu vois? J'ai dit: «Non, non, non, moi j'organise tout, on l'a programmée en mars, elle se fera en mars, donc d'ici là, je me mets dans ma caverne» et du coup, j'allais plus aux soirées, photographie, j'allais plus en truc entrepreneur. Je me suis mise pendant 3 mois à croiser le moins de monde possible pour éviter d'avoir le moindre truc covid, pour me faire opérer au mois de mars et donc du coup, pendant 3 mois, qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de faire? Du coup, de préparer de la communication sur Instagram. À l'époque, j'avais 75 jours d'avance, donc j'avais plein de jours d'avance.
Enfin, j'avais tout qui était prêt. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la BSB d'Aline Bartoli. C'est ce qui a été le gros déclencheur qui m'a permis de me foutre un coup de pied au cul, que j'ai rejoint en mars. Mais qu'en fait, je me suis mis entre parenthèses pour me dire 2022, ce sera mon année de la réussite. Je veux plus ça. Donc, je vais faire en sorte que ça change. Et donc, je me suis mise à faire en sorte que ça change. Avec des tests et des essais et des trucs de ce type-là. Et 2022, c'est là où j'ai aussi vendu la baraque. J'ai fait le choix de dire à mon conjoint, on vend la baraque, etc. Parce qu'on allait au mur, en fait. Donc il y a une démarche interne qui fait qu'il y a eu un trop plein avant et on dit bah si je veux plus ça que ça m'étouffe, il y a quelque chose à changer donc on va changer et j'ai testé. Et puis, j'imagine qu'on a changé le conjoint, quelque temps après puisque tu dis ex donc En fait, il y a non mais quelque après chose je qui rigole, est tu pas obligé de parler de ça, hein, mais non, mais en fait, il y a peut-être des personnes qui pourront se reconnaître dedans. Mais en fait, moi, le fait de vendre la maison, si jamais elle était parce qu'en fait, quand j'ai dit je voulais qu'on vende, on n'était pas sûr qu'elle soit prise parce qu'en fait, elle était en travaux, l'apparence, elle était invendable. Fallait d'abord faire une estimation. Est-ce que l'estimation remboursait le crédit? Parce qu'on n'avait pas d'argent de notre poche à mettre. Si jamais la maison était vendue moins cher que le montant du crédit qu'on avait fait avec travaux compris, bah, en fait, on allait devoir mettre de l'argent dans notre poche qu'on n'avait pas. Et en fait, le but, c'était de faire estimer que si l'estimation nous permettait de vendre au prix du crédit, ben, on vendait, mais que c'était pas sûr non plus qu'on allait réussir à vendre la maison au tarif qui était, pour rembourser le crédit, quoi. Et moi, là, c'est là qu'on revient et j'en prends conscience avec ce podcast, mais le système de la foi. Avoir foi dans son truc, moi, je savais très bien que j'étais tellement persuadée que je voulais la vendre, que j'ai réussi à la vendre, je suis partie de mon idée de la vendre. Et en fait, pour moi, si jamais la maison était vendue, ça m'autorisait c'est grave à dire, je le sais, hein, ça m'autorisait et ça me validait mon choix de rompre ma relation. Si la maison n'était pas vendue, je n'aurais pas réussi à me séparer ou en tout cas, pas dans l'immédiat et en fait, je prends la décision au mois de juin de vendre la maison, donc le temps de faire les estimations au mois de juillet et cetera. Septembre, on poste une offre et là, on en se remet à l'ésotérique. J'avais tellement envie de la vendre et de faire en sorte que ça se vende vite et de pas avoir une maison comme beaucoup que les gens, pendant 1 an ont une maison sur le dos et de la rabaisser et tout, que je m'en remets en fait, à la spiritualité, je fais des prières. J'invoque Saint Pierre, plusieurs fois, je fais des trucs, tu vois? Quand j'en parle, ça vibre et au mois de novembre, on reçoit une offre ferme. En fait, on a reçu 2 offres en même temps, il y a eu un cas personnel avec ça et en fait, on devait signer en décembre, ça a été reporté en janvier pour des raisons totalement connes de papier, mais ça a été signé. Mais comme on signait, du coup, fin décembre 2022, j'actionne avec mon conjoint qu'en fait, on s'arrête là. très symbolique en plus fin d'année, pour commencer après 2023, sur de nouvelles bases, sur autre chose. Et encore, 2025, c'était la transformation, mais il y a aussi 2025, c'est la transformation professionnelle, mais 2023, c'était une transformation personnelle. Sans le savoir, en fait, j'ai sombré derrière ça. Le côté business, c'est là où en fait, j'ai donné. Parce qu'en Ouais. fait, par la suite, c'était une année où en fait, j'ai fait un chiffre d'affaires que j'aurais jamais atteint. J'aurais jamais pensé atteindre en tout cas. J'ai commencé à lister, à observer et cetera et c'est là que j'ai fait le 1er en 2021, c'est là où j'avais fait le fin 2021, le 1er workshop d'Aline où pendant 3 jours ou 2 jours à l'époque, on cale, les bilans et cetera et on fait des plans et c'est à partir de là où j'ai commencé à comprendre la posture entrepreneuriale, d'avoir des lectures, son podcast, lire des bouquins et cetera pour en fait, le fameux mindset et muscler ça, développer ça pour ensuite faire de son entreprise une activité pérenne et je voulais pas que ça reste un hobby, je voulais pas que ça reste un truc à mi-temps et je voulais surtout pas revenir dans le salariat et vivre le fait de revenir au salariat et de pas avoir réussi en entrepreneuriat. Moi, ça aurait été un échec cuisant, sur lequel je pense pas me remettre de manière simple ou facile. Ça aurait été quelque chose qui reste en travers de la gorge, qui serait difficile à accepter, en fait. Depuis ces années-là, je suis presque en lutte pour éviter à tout prix de reprendre en salariat et non, je tiens bon, je suis comme un roc et je ne retourne pas en salariat parce que je ne veux pas. Et du coup, je préfère être en train d'en chier dans une entreprise plutôt que d'aller faire la simplicité du salariat. Tu vois, c'est un truc, c'est très, je suis dans ma cage dorée, hein, je le sais. Je le sais, ceux-là qui m'écoutent, ils pourront me prendre pour une folle, ils ont raison. Mais franchement, je sais très bien que je m'enferme sur quelque chose, mais il y a un travail à faire là-dessus et je suis pas prête à le mener, je travaille sur autre chose ailleurs. OK, donc 2022, tu dis que tu as fait ton meilleur chiffre. Tu as changé quoi, en fait? Parce Enfin, mon que meilleur chiffre par rapport aux autres années. oui, mais du coup, Parce c'est qu'il y a que des choses qui ont changé quand même parce que si tu étais restée comme avant, alors tu as fait la BSB, mais du coup, ouais. qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça, heu, qu'est-ce que tu as éclairci? Qu'est-ce que tu as amélioré pour que, bah, mine de rien, ça augmente, 2022, c'est ma posture, mes choix. Le fait d'avoir déjà auparavant d'avoir communiqué sur Instagram, en fait, de manière régulière et cetera, déjà ça m'a donné de la visibilité.
Ça m'a donné des opportunités avec la chambre d'agriculture de Seine-et-Marne. Ça m'a donné le fait de faire des formations, de s'y près, en tout cas d'avoir été contactée pour des projets intéressants, qui ont pas été signés pour des raisons de budget, mais j'allais pas baisser ma culotte pour le plaisir de, passez-moi le terme, me faire enculer. Donc en fait, je préfère pas signer que voilà. Même si ça reste des institutions, étatiques, en fait, les gars, vous enculez déjà, c'est le peuple, donc non, ça suffit. Mais en tout cas, en fait, 2022, c'était un peu l'année de l'expansion parce que donc j'ai commencé à communiquer sur Instagram avec régularité, qui m'a donné de la visibilité de la part de clients, d'instances, de projets intéressants. Je me suis fait repérer par d'autres entrepreneurs lorsque j'étais dans des réunions en termes de BNI entrepreneurial ou autre chose. Les gens me disaient: «Ah, tu communiques ici, je vois que tu» en fait, il y a plein de gens que je voyais pas passer dans mes likes, les stories, les machins, mais les gens voyaient ce que je faisais et ils m'en parlaient en one to one, en face à face, tu vois? Et je dis: «Mais je t'ai jamais vu passer dans mes» «Mais si, si, c'est trop bien ce que tu fais, on comprend tout et tout». Donc ça me donnait la raison de continuer. La BSB m'a donné aussi, bah, l'élan en fait de restructurer, de mieux comprendre qu'est-ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment le faire. J'ai fait la BSB fois 4 puisque j'avais la cible des propriétaires, mais aussi des hébergeurs, mais aussi des professionnels du cheval et aussi les agriculteurs, tu vois. Donc la fille qui est totalement tarée, l'injonction de faire, tu vois, de mériter, travailler dur pour réussir, tu vois, tous ces trucs-là, les injonctions que c'est une loyauté parentale auprès de mon père. Merci papa pour tout ça, hein. À un moment, je vais réussir à délester le sac. Il est déjà ouvert, j'ai enlevé des pierres, mais je continue. Et en fait, la BSB m'a permis en fait de découvrir ça, de travailler tout ça et de prendre ma posture en tout cas avec ça. Donc c'est ça en fait qui m'a permis de changer, découvrir des lectures, découvrir un travail et de muscler un peu ce côté mindset, puis de faire des choix et d'avoir le courage, et en le disant, c'est la première fois que je le dis, mais d'avoir le courage de faire des choix en faveur de moi, en faveur de qu'est-ce qui m'anime, j'avais déterminé qu'est-ce que je ne voulais plus, la situation que je voulais quitter. Je savais pas exactement où est-ce que je voulais aller, c'était pas encore ultra clair, mais je savais exactement ce que je ne voulais plus. Et je pense que c'était ça, le point de départ pour dire: «Ça, j'en veux plus, je m'en vais». Et donc je vais faire en sorte que vers là où je vais, bah, ça me donne envie et je vais mettre des fleurs sur mon chemin, quoi. OK, donc un espèce d'élan d'espoir, on va dire de renouveau quelque part qui te donne un petit peu des ailes, qui tu sens qu'il y a quelque chose, à aller tirer et cetera. Du coup, la logique voudrait que dans les années qui suivent, ce soit merveilleux? Bah, en fait, oui et non. Enfin, si, Angélique arrête de mentir. Si, il y a eu des merveilles parce que, 2023, bah, j'ai déménagé. Comme j'ai vendu ma maison, j'ai déménagé, j'ai fait un peu une nouvelle vie et j'ai eu la pleine opportunité de me consacrer à mon activité. J'ai eu plein de dimanches où j'ai été sur des terrains de concours pour photographier les chevaux, en espérant que cette stratégie, le fait d'être le dimanche sur les terrains de concours, m'amenait en fait de la clientèle équestre, autant pour les propriétaires désireux d'avoir un souvenir avec leurs chevaux, que pour les professionnels, parce qu'il y a beaucoup de centres équestres, d'écuries, d'éleveurs qui sont sur ces concours-là, et qui, bah, avec la qualité des photos pour lesquelles j'étais récompensée, auraient envie d'avoir ça pour leur activité, en fait. Et c'était une stratégie, bah, que j'ai testée, qui n'a absolument pas été payante. Et j'ai découvert aujourd'hui pourquoi, parce que sur les concours, les photos étaient à partir de 14 €, donc j'ai augmenté peu à peu mon tarif, mais grosso modo, c'était 14 € la photo. Ça commençait à paraître cher, j'ai dit: «Mais en fait, en dessous, je peux pas être rentable parce que, bah, une journée dans le froid, dans le vent, à pas avoir le temps de manger, payer une fille au stand et cetera». Puis j'étais tellement tributaire de plein de trucs. En fait, je me suis, lancée là-dedans pour me dire: «C'est sûr, ça va marcher», à force de tester, tu vois? Toute l'énergie dépensée, déployée pour les concours, l'organiser, de mettre en place un système pour que j'ai le moins de temps possible, sur le stand, le moins que possible, et faire en sorte de favoriser, d'automatiser, d'arrêter d'avoir un truc, d'amateur avec des trucs marqués au papier et cetera, un truc de merde quoi, qu'à la fin faut grandir. Hop les vous avez vu la phrase? Il faut grandir. Non, 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 mais j'avais aussi très envie moi d'avoir, une posture un peu plus affirmée et qui allait me sortir, des autres concurrents qui faisaient ça en mode amateur à la mano et comme des branquignoles, tu vois? Et un truc qui était pas optimisé. Je voulais optimiser mon temps pour que la stratégie, c'était que le week-end, j'ai les concours qui rentrent des sous, qui me donnent de la visibilité pour que la semaine, j'aille servir des professionnels du cheval, des professionnels de l'hébergement, des professionnels agricoles. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que, bah, j'étais un poulet sans tête. Et ça, j'ai découvert il y a 1 an. Parce que l'énergie déployée du dimanche, déjà, il faut des jours de repos dans sa semaine. C'est important de prendre des jours de repos dans sa semaine, mais moi, à l'époque, j'en avais pas, donc j'étais grillée. Chaque hiver, j'étais grillée. Et aussi, bah, quand tu fais des clients le dimanche, j'aime vraiment pas cette forme de phrase, mais quand je faisais mes clients le dimanche, bah, la semaine était consacrée à servir les commandes et cetera. Et donc, bah, j'avais pas l'énergie et le temps nécessaire à déployer ma stratégie en faveur des hébergeurs, en faveur des agriculteurs, en faveur des professionnels du cheval. Donc j'étais en train de courir partout, j'étais dépassée. Et comme j'avais un concours chaque dimanche, bah, on remettait de l'eau dans le moulin. Puis le hamster, il courait encore plus vite dans sa roue. Puis à la fin, bah, la roue, le vrai turbo, tu vois, du Mirage qui est prêt à décoller, hein. Vas-y roue, je peux faire le tester pour toute la terre entière et tout l'univers, si vous voulez. Donc voilà un peu les stratégies que j'ai voulu mettre en place qui ont échoué, mais j'avais fait le choix inconscient
de choisir, tester et itérer. J'ai pas beaucoup itéré, mais j'ai beaucoup choisi, j'ai beaucoup testé à cette époque-là. OK, et c'est quoi du coup le déclic qui te fait dire: «Bah là, je cours plusieurs lèvres à la fois, ça ne fonctionne pas, il faut que je trouve un autre moyen, il faut que je pivote, il faut que je change de cible, il faut que» enfin comment qu'est-ce qui se passe, d'où ça part et c'est quoi les réflexions qui en suivent? Et ben ça, c'est arrivé en 2024. Il y a 2 choses qui m'ont fait comprendre ça. Le premier truc que j'ai découvert plus tard la raison du pourquoi, mais en 2024, je vais photographier, sur Toulouse une amie qui est propriétaire avec un poulain qui vient de naître. On visite les écuries et d'habitude, quand je suis dans un endroit avec des écuries, des chevaux et tout, je me connecte aux chevaux. Les chevaux, je sais les lire, je sais les comprendre, je me connecte à eux, je les ressens au fond de mon âme. Tu vois? C'est quelque chose où même un cheval, je l'ai pas encore vu, qu'à l'écoute, je sais te dire quelle race c'est, s'il boite, s'il est ferré ou pas, tu vois? Et là, je sais pas, on arrive à l'écurie, je suis devant en plus l'étalon qui est censé être magnifique et tout. Et là, le vide, le néant. Je me rappelle être là et qu'en gros, il y a rien en moi. Il y a plus cette flamme, il y a plus cette connexion, limite, je m'en carre, quoi. Et ça m'a fait bizarre, je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Je m'en fous. C'est chelou. Bon, peut-être parce que l'écurie me plaît pas, que le cheval me plaît pas, mais quand j'ai marché dans l'écurie, j'ai vu que ça faisait pas ça qu'avec les talons, c'est ça que faisait le chevaux, j'en avais rien à foutre. Rien de rien et je me suis dit: «C'est bizarre» et en fait, je sentais que 2023-2024 avaient été des années charnières pour moi. Tout ce que je voulais vivre, tout ce que je voulais incarner, la personne que je voulais devenir, je l'étais toujours pas et que malgré tous mes efforts, chaque hiver, j'étais en tension. Chaque hiver, j'avais quasiment pas d'entrée d'argent. Donc chaque hiver, j'étais inquiète de savoir comment j'allais tenir, comment j'allais faire pour faire face à ça et surtout que tous les paiements qui étaient peut-être planifiés entre décembre et mars, ou en tout cas entre décembre et février, je faisais en sorte de les décaler en mars ou en avril parce qu'avant j'avais très peu de rentrées d'argent, du moins pas de garantie. Et je me suis dit: «Mais c'est pas de ça que j'ai rêvé en fait quand j'ai voulu être entrepreneur. C'était pas de ça que j'imaginais quand j'étais entrepreneur». Même si on sait que c'est dur quand on se lance, qu'il y a des années un peu plus critiques que d'autres, des périodes plus difficiles que d'autres. Et putain, comment ça se fait que chaque année j'en chie? Chaque année, je cours après l'argent, chaque année, je compte tout au moins de centimes près, et puis que chaque hiver, j'en chie et au point de faire de l'eczéma depuis 2023. Et c'est là, je dis: «Il y a un truc qui va pas, il y a un truc à changer». Et en fait, à l'automne 2024, je rejoins une formation spécifique pour les photographes, différente de ce qu'on voit d'ordinaire, qui vient vraiment un peu bousculer, et cetera. Et cette formation aussi, alors, elle est challengeante. Je la recommande aux photographes qui veulent changer un peu leur mode de pensée, leur mode de vie, mais elle est pas pour tous les photographes. Et en fait, c'est cette formation-là qui m'a démontré, en la poursuivant, qu'en fait, j'étais un poulet sans tête et que tout ce que je faisais, ça pouvait pas tenir, en fait. J'avais pas de stratégie, j'avais pas de plan clair, je sais pas pourquoi je le faisais et puis que surtout, la vie que j'avais actuellement ne correspondait pas à la vie que je voulais mener. C'est pour ça aussi que j'ai acheté cette formation en me disant: «C'est un peu la formation du dernier espoir». Pour me dire, c'est la dernière fois que j'investis un tel montant, c'est du même ordre que la BSB, hein, c'est 2 000-2 500 € à peu près et je me dis: «C'est la dernière fois que je fais ça, là, c'est ciblé pour les photographes et si après ça marche pas, j'arrête». Et le fait que je m'étais dit: «Si ça marche pas, j'arrête», c'était ce que je m'étais dit fin 2021 en me disant: «Si en 2022, ce que j'ai envie de faire, ça marche pas, j'arrêterai». Et 2022 a été une année, poum, d'essor grandissant et cetera et en plus depuis 2022, mon chiffre d'affaires est grandissant. Pas forcément de ce que je voulais atteindre, mais à chaque fois, j'ai fait un gap et des fois, il y a des années, j'ai plus que doublé, tu vois? Doubler son chiffre d'affaires, ça veut rien dire. On peut dire: «Waouh, c'est trop bien». Ouais, mais si tu fais doubler en étant à 2 000 € de chiffre d'affaires, bon, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire doubler son chiffre d'affaires. Mais moi, c'est la capacité, cette expansion, pas, juste légère, ça monte quoi, tu vois? Et de me dire: «C'est» je me disais: «Putain, c'est possible, je vais y arriver et tout, je vais enfin réussir à faire ce que je veux, comme je veux et à avoir le résultat que je veux, quoi». Et donc c'est pour ça qu'il y a un an, bah, j'ai compris qu'en fait avoir toutes ces cibles-là déjà ne m'aide pas et c'est en faisant, cette formation-là, on a repris la base client et tout, que j'ai compris et je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça avant, mais en fait, j'ai compris que la cible équestre, les agriculteurs, ne sont absolument pas conscients qu'ils ont un problème. En fait, dans l'histoire du tunnel d'acquisition, certains sont conscients qu'il y a une problématique, ils veulent la résoudre, mais ils sont pas prêts à mettre la solution en face. Il y en a d'autres qui savent qu'il y a un problème, mais ils savent pas quoi. Et il y en a certains, ils sont dans le déni complet, pour eux, il y a pas de problème.
ou en tout cas c'est pas eux, ça vient de la conjoncture, les clients, les voisins qui font des tarifs pas chers, des ceci, l'autre qui vend trop cher et le fait de juger: «Tu vu tel camion il a, tel machin, eux ça marche pour eux, pas pour moi, ça marche pour eux parce qu'ils sont accompagnés par les banques, ça marche pour eux parce qu'ils ont les parents machin», et en fait toute cette mentalité, victimaire, de victime là, j en fait dans le milieu du cheval, j'ai fait beaucoup de patrons, j'ai écouté beaucoup de gens, j'ai écouté beaucoup de professionnels. Il y a le même message en global qui revient et quand j'ai vu que c'était un peu la sphère professionnelle qui était comme ça, que moi-même j'ai travaillé avec ça et que j'ai été un des pions en étant, palefrenière à plusieurs endroits et cetera et que j'ai jamais été rémunérée à ma juste valeur, en fait, que j'ai compris que c'était la sphère en général qui avait une problématique et quand j'en parle avec ceux qui en sont sortis, en fait, on a cette opinion-là et en fait, ceux qui en sont sortis ont aussi compris ça, en fait. Et l'anecdote, c'est que j'ai discuté hier avec une fille cavalière que j'ai croisée sur une balade, à côté de chez moi et on a parlé de ça et elle était tout à fait d'accord avec ces opinions-là que oui, mais le cheval est très spécial et que la nouvelle génération qui arrive apporte ce renouveau entrepreneurial qu'on attend. Mais le temps qu'on arrive à le mettre en place, le temps qu'on arrive à le faire, un petit peu, c'est pas le sens contaminé, mais dans le fait que chacun puisse, ressentir ce nouveau mindset-là et ces nouvelles son mode de pensée qui va aller plus en faveur du cheval et du côté entrepreneur et tout, il va falloir encore plus de 10 ans. Moi, j'ai pas 10 ans à attendre avant que le secteur équestre comprenne qu'ils ont une problématique et que pour la résoudre, ils se sortiront pas tout seuls, qu'ils vont devoir déléguer, s'entourer et de dépenser, d'investir chez des personnes qui pourront les aider à avoir la visibilité qu'ils veulent, avoir le succès qu'ils veulent et ils s'en sortiront pas tout seuls. Mais ils veulent tout faire tout seuls en tissant tout ça là de fait de briques et de broc et de techniques à la mort mal qui paiera le moins cher et de techniques, de merde. Passez-moi le terme, hein. Si jamais il y en a dans le podcast là qui sont du milieu équestre, qui travaillent dedans et cetera, qui ont une opinion là-dessus, je vous en prie, venez. Je suis même si je suis plus dans ce milieu-là, je serais ravie d'avoir votre opinion parce que, il y a des fois où en fait, je veux comprendre, quand j'explique ça, le milieu du cheval, comment il se voit, qu'est-ce qu'il comprend, comment il se sent jugé, qu'est-ce qu'il entrevoit. Qu'est-ce qu'il visualise ou qu'est-ce qu'il visualise pas? Ça me ferait plaisir d'avoir des retours parce que au sommet du cheval, quand on en parle, j'ai l'impression d'être dans une omerta, dans un déni, quoi. Bah, écoute, l'appel est lancé. Et du coup, donc là, le milieu équestre, il est terminé. Je veux dire, tu bosses plus là-dedans. Pourquoi tu as reciblé donc les autres plutôt? Enfin Ouais. et du coup, d'avoir reciblé comme ça, d'avoir une seule cible et cetera, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte là? Est-ce que tu vois la Alors en fait différence? Enfin, ça ah ouais, te ouais, complètement. Alors déjà, j'ai fait un choix conscient, c'est-à-dire que quand je me suis dit avec cette formation que j'ai faite il y a un an de me dire, qu'est-ce que je veux choisir parmi ces 4 cibles? Propriétaires d'animaux, hébergeurs, agriculteurs, possèdent du cheval. Donc déjà le cheval, ça sautait. Les propriétaires d'animaux, en fait, c'est sympa, mais ça m'a jamais vraiment éclaté, surtout quand on a un client une fois, j'ai du mal à le revoir. Et puis que c'est en fait, j'ai l'impression de trimer pour rien et plein de choses et en plus, il y a c'est pas qu'il y ait de faire concurrence, mais que c'est le métier de photographe est aussi, assez spécifique, assez spécial. Les agriculteurs, j'adore, c'est une valeur que j'adore, mais je me suis dit: «Mais c'est pareil, en fait, même s'ils ont de l'argent, ils ont pas forcément de l'argent pour ça». Et la majorité n'a pas forcément d'argent et que c'est pareil, c'est des tentatives de briques et de broc pour faire ça comme ils peuvent. Donc j'avais très bien aussi compris que l'agriculteur, ça allait être comme le du cheval, j'allais revivre la même chose et surtout je m'étais dit, quand j'ai regardé mon année 2024, je m'étais dit: «Quel est le client, le ou les 3 clients qui m'ont apporté le plus de kiff, avec qui je me suis sentie le plus à ma place et avec qui j'ai fait le plus beau contrat ou en tout cas qui n'ont pas rechigné à signer un devis». Tout rattrapait un client d'hébergement insolite à Marseille. Tu vois, je suis de Fontainebleau quand même. Des photographes, il y en a plein et la propriétaire, elle a voulu moi, de Fontainebleau pour faire 700 kilomètres pour venir photographier ses cabanes et qu'en fait, c'est pour ça que je suis aussi photographe en national parce que si je me restreins à la zone de Île-de-France ou Fontainebleau, c'est un peu trop petit et je me dis: «Pourquoi viser si petit?» Parce que je préfère aller vers là où on m'appelle et où les gens reconnaissent après se reconnaissent en moi, si ma communication, mon énergie, mon bagou, ma manière de voir les choses, quitte à faire des trajets parce qu'en fait, je suis pas un arbre, je suis pas enraciné, donc j'ai une voiture. Il y a de l'avion, je peux y aller en train et je peux être autonome et aller, découvrir plein de belles régions et favoriser ces secteurs-là et que c'était le truc qui m'a fait le plus kiffer et donc c'est pour ça que j'ai choisi les hébergeurs et on enregistre aujourd'hui le podcast de la loose. Je suis en pleine transformation. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, j'ai aucune certitude que mon choix de cible, il est absolument pertinent pour la pérennité de mon activité. À l'heure où on enregistre, j'ai des preuves que ça peut fonctionner. J'ai un système qui est en train de se mettre en place. Mais aujourd'hui, j'ai le doute que la cible choisie des hébergeurs type chambre d'hôte, gîte, etc., soit pleinement celle qui me correspond. Je ressens un côté mindset encore un peu faible que je vais essayer de doper et essayer de faire prendre conscience. Et je suis en train de me poser la question, quand on enregistre cet épisode, de me dire: «Est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix de cible?
Est-ce que ça va m'apporter les opportunités que j'attends? Est-ce que je ferais peut-être pas mieux quand je vois tous les a priori que j'ai sur certains profils, de peut-être, bifurquer direct vers une gamme un peu plus élevée et de choisir des hébergeurs type hôtel, plutôt que chambre d'hôte, gîte et cetera. Ou en tout cas, peut-être des lieux plus atypiques et plus étudiés en termes de côté entrepreneuriat, plutôt que les simples complexes de 4-6 nuits chambre d'hôte, tu vois? Au moment où on enregistre, il y a un peu un doute comme ça, hein, donc on verra au moment où ça sort, les de sort s'il y a une évolution avec ça. Donc c'est pas parce que j'ai choisi une cible que j'ai de la garantie, bien au contraire. Par contre, j'ai des signaux qui montrent que ça peut fonctionner. C'est pour ça que je m'y accroche et que je tente, je teste, j'itère, je choisis. Le fait de choisir une seule cible, ça va tout de suite apporter plus de sérénité. Je sais que j'ai de l'anxiété qui m'accompagne au quotidien depuis que je suis petite, mais je trouve que depuis que j'ai fait ce choix, j'ai de la clarté, un petit peu comme si tu étais avant dans un brouillard ultra dense, tu vois? Le truc où tu vois pas à 100 mètres, même à 50 mètres, tu vois que dalle. Là, j'ai l'impression, tu sais, que c'est exactement ça qui me vient comme image. C'est que vous savez, juste avant, c'est un matinée plein de brouillard, un brouillard matinal et il est 11 heures et on voit que le brouillard se lève, on voit beaucoup plus, on voit à 150 mètres, 200 mètres et on sent que le soleil là-haut, il est au-dessus, il commence à percer, mais qu'il y a encore un peu de brouillard. C'est la sensation que j'ai actuellement quand je vous communique ça, que du coup, bah, j'ai plus qu'1 newsletter à envoyer chaque lundi et non pas 4 newsletters parce que j'avais 4 cibles. J'ai une communication axée sur Instagram, du coup Instagram comprend beaucoup mieux qu'est-ce que je fais, à qui je parle, pourquoi, quand et comment. Donc c'est déjà aussi plus simple pour lui de me montrer aux bonnes personnes. Et puis aussi mon discours est plus clair parce qu'en fait les problématiques clients, comme on peut les transformer en différents axes et cetera, bah, au lieu de prendre 3 problématiques, pour chaque cible et en faire des essences et que mon cerveau ne suive plus parce que j'ai la créativité à fond là-haut, bah, au moins je suis focus sur un seul truc et le truc génial, c'est que là, en fin d'année, j'ai sorti une nouveauté qui, je sais, va à l'opportunité de révolutionner le milieu hôtelier, en tout cas le milieu des hébergeurs, qu'on est aux prémices, donc je suis en train de lancer le pavé dans la mare, mais je n'ai pas enc l'onde de choc n'est pas encore arrivée et que j'espère que ce projet-là va et tu vois quand j'en parle ça vibre et ça m'anime et j'ai hâte, mais j'espère vraiment que ça va me permettre de développer l'expansion que j'imagine, en tout cas que je visualise avoir avec cette activité et que, jusqu'ici, tu vois, j'ai l'impression que en faisant ça, je suis en train d'aller typiquement vers tout ce que j'imaginais lorsque je me suis lancée comme entrepreneur, tu vois? Le fait cette année d'avoir épuré, d'avoir testé, bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir obtenu la clarté, tout ce que j'aurais voulu dès le début et la simplicité, même s'il y a encore des choses complexes, mais par rapport à tout ce que j'ai mis avant comme système complexe, tu vois? Limite tu as un moteur à 15 temps, faut auto manivelle de 3 temps comme ça, 2 temps comme ça, truc compliqué. Là, aujourd'hui, pour démarrer, tu as manivelle point barre, tu vois? C'est cette clarté, cette simplicité qui fait que, tu vois? Fameux: «Ah ouais, c'est simple en fait. Ah en fait, il y a que ça à faire. Ah en fait, bah, du coup, je vois plus loin et je vois mieux aussi le chemin que je vais mener». Tu vois? Là, je viens de faire mon bilan 2025 pour ma stratégie 2026 et je dis: «Putain, j'ai jamais eu un plan aussi clair pour mon année». L'année dernière, il y a 1 an, je savais même pas si j'allais garder, les hébergeurs ou pas. J'étais en plein doute, j'étais en train de m'effondrer, c'était un calvaire, un calvaire. Mais, là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante et je sais mieux où je vais et je sais ça parce que j'ai j'ai eu cette clarté grâce, en fait, à tout ce cheminement, grâce au fait de choisir une seule cible et de fermer la porte aux autres. En fait, j'ai fermé plein de portes et on oublie souvent que lorsque une porte se ferme, que ce soit qu'elle nous claque au nez ou que ce soit nous qui choisissons de la fermer, dès lors où on a acté une fermeture ferme, tangible, même à clé, ça débloque à côté une autre porte qui s'ouvre, qui était dans notre environnement qu'on n'avait encore jamais vu. Quand on se fait claquer une porte au nez, on est sur le coup de la douleur, on l'a dans le nez, on n'y arrive pas. On a besoin de prendre du recul pour accepter qu'on vient de se faire claquer la porte au nez, qu'en fait c'est un endroit où on n'est pas désiré, on n'est pas voulu, on n'a rien à foutre là. Dès que la porte est claquée, on a la digestion de reculer et quand on prend le recul, on se dit, on peut mieux voir la situation dans son ensemble et là, on se dit: «Ah putain, en fait, cette porte-là, elle vient de me claquer au nez violemment. Maintenant, bon, la douleur est là, mais ça va mieux. Ah, en fait, c'est le fait qu'elle a claqué, il y a cette porte-là qui s'est entrouverte. Putain, il y a un passage, on va aller voir» et du coup, tu vas par là et c'est là que d'un coup, tu as quelque chose qui se révèle et ça te sera jamais révélé si auparavant, tu t'es pas ou pris la porte dans le nez parce que tu pas compris que c'était pas là que tu devais aller ou que de toi-même, tu as choisi de la fermer, que ce soit avec simplicité ou difficulté. Ce qui est hyper, intéressant dans ton discours et dans ton expérience au global, c'est que, tu as quand même résisté pendant plusieurs années, tu as quand même essayé plein de choses, pour arriver, aux objectifs que tu visais et cetera et que même en ayant, entre guillemets, «abandonné» ton idée initiale, tu as réussi à rebondir et tu as réussi à trouver, une solution
qui fonctionne pour l'instant. Je te souhaite que ça fonctionne pour la suite aussi, bien évidemment. Mais ce qui est super cool, je m'entends, à vivre, ça doit pas l'être, mais c'est super cool dans le sens où tu démontres que, parfois, il faut galérer pendant plusieurs années pour, affiner ce qu'on veut, trouver notre voie et cetera. Et ça va un peu à l'encontre, tu vois, de tous les discours qu'on a sur les réseaux sociaux aujourd'hui où on te dit: «Ouais, tu peux vivre de ton activité en 3 mois, en 6 mois et cetera et cetera». Et c'est chouette parce que du coup, tu démontres une réalité qui est quand même très, très présente chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas pour rien que j'ai pas les stats en tête ni, l'étude d'où ça vient, mais je crois que la vie d'une micro-entreprise, c'est 3 ans à peu près. Parce qu'au-delà des 3 ans, tu plus d'aide, tu plus de, de finances et cetera et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ferment. Toi, tu montres que la réalité, c'est autre chose et c'est hyper intéressant. Et pour conclure du coup cet épisode, si justement tu devais t'adresser à un auditeur, une auditrice qui est un peu dans une phase, comme la tienne, tu vois, qui est en train de persévérer, qui s'obstine dans une direction qui est peut-être pas forcément la bonne, quel serait le conseil que tu donnerais, que ce soit très pratico-pratique, soit un peu plus orienté, mindset, état d'esprit et cetera? Alors le premier déjà, c'est d'écouter le podcast de la loose, parce que je l'ai écouté il y a un an en fait, franchement, ça m'aurait aussi aidé à beaucoup mieux, en tout cas, traverser avec plus de pas plus de facilité, mais avec, un autre regard sur le fait de traverser l'échec. Et en tout cas, moi, ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a permis de faire la différence entre une obstination vaine et une persévérance saine. Mais dès lors que quand j'étais dedans, je ne pouvais pas savoir que j'étais dans une obstination vaine parce que moi, je suis un peu tête brûlée. C'est ce que m'a dit mon nouveau conjoint rencontré cette année. Le fait, en fait, d'avoir aussi allégé tout ça et fait de la place m'a permis de faire une belle rencontre, une belle relation, que je connaissais déjà avant d'ailleurs. Qu'en fait, quand on s'est rencontrés, il m'a dit: «Oui, de toute façon, toi, tu fonces». Il m'a dit: «C'est toujours ce que j'ai admiré chez toi». Il fait: «Tu prends le temps de la réflexion, mais dès que tu as choisi, tu fonces». Et c'est un peu un côté un peu fonceur, que tout le monde n'a pas et c'est très bien. En fait, les conseils et ça a été dit dans un des épisodes, c'est que chaque entrepreneur qui a vécu un échec, il a réussi, mais il a jamais réussi seul. Et qu'en fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'expérimenter tout ça pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais des réserves financières, donc j'ai tapé dedans, j'ai osé taper dedans jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je reconnais que le bas de laine, c'est pas qu'il est troué, hein, mais qu'à un moment donné, le bas de laine, il a un fond. C'est pas comme dans Harry Potter, le sac à main qui est, ultra grand là. Et aussi parce que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont toujours là, qui ont réussi à construire un patrimoine et eux n'ont, selon ma perception, la vision que j'ai de leur vie et de leur couple, ont fait des sacrifices, ils ne sont pas heureux dans leur quotidien, ou du moins ils sont heureux de manière simple, mais il y a des choses qu'ils voudraient faire différemment. Et grâce à leur patrimoine, je reconnais que j'ai la chance inouïe que tout le monde n'a pas, que si jamais je suis en difficulté, j'ai entre guillemets juste à aller voir mes parents et de leur dire, et tu vois, d'en parler, j'ai de l'émotion parce que j'ai beaucoup de mal à faire ça. Et de leur dire: «Papa, maman, j'y arriverai pas ce mois-ci, c'est difficile, est-ce que je peux avoir de l'aide? Combien tu veux ma chérie?» Je sais pas te dire combien papa parce que je peux pas te donner un montant en fait, donne-moi ce que tu as envie de me donner mais et tu en plus, tu vois, ça réveille un truc. Chaque entrepreneur, c'est le fait d'oser recevoir. En fait, moi, j'apprécie donner. J'apprécie investir chez d'entrepreneurs pour quelque chose qui va me servir à moi dans mon expansion personnelle, professionnelle, plein de choses, et cetera. Donc ce robinet où je donne, il est carrément ouvert. Je donne de l'amour, je donne de les récompenses, je donne des remerciements, je donne, de mes finances, tu vois? Mais moi, le robinet de recevoir, là-haut, il y a quelque chose qui est fermé, que je suis en train de travailler personnellement sur ça et c'est le fait c'est d'accepter de recevoir, d'accepter l'abondance et de recevoir des compliments, de recevoir des conseils, recevoir en fait, la réussite et l'abondance, c'est pas que de l'argent. L'argent est un révélateur et en fait, ça a mis en place en moi, quelque chose que j'avais pas forcément conscience, en tout cas que je suis en train d'aller travailler maintenant, le fait d'accepter de recevoir. Parce que si j'accepte pas de recevoir de l'argent, c'est que j'accepte pas de recevoir autre chose. Donc il y a forcément quelque chose à aller travailler. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé il y a un an dans mon échec en tout cas, il y a un livre, une pépite, enfin il y en a même 2 je vais présenter. C'est Charles Pépin, Les vertus de l'échec et la pépite de Michel Poulert, Pour réussir, oser échouer. Grosso modo, c'est le même message presque, mais c'est pas dit pareil dedans. Celui-ci correspond à mon profil où c'est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus, joyeux malgré l'échec. En fait, c'est un truc, limite le message c'est: «Tu es en train d'échouer, mais trop fun, tu vas réussir, vas-y roule», tu vois? Là-dedans, c'est: «Oui, donc vous êtes en train d'échouer, mais ça va pas se faire sans tel système, telle chose et cetera. C'est très bien, mais pensez à faire ci, faire ça, faire ça». Mais tu vois, ça m'a vraiment aidé quand je les ai lus, j'étais dans le pire du pire et je me suis dit: «Ouais, en fait, ça peut marcher, tu vois? Et avec ces lectures-là qui m'ont aussi développé le fait que c'est limite presque une étape nécessaire, le choix du courage,
Ryan Gosling, le fait d'avoir le courage d'oser transcender ce qui vient nous challenger, de persévérer et pas de s'obstiner. Parce qu'il y a des fois, quand on voit que la porte, elle est fermée, si elle est fermée à clé, en fait, bah, c'est pas en forçant sur la poignée que tu vas réussir à l'ouvrir. Donc des fois, faut accepter aussi que la porte est fermée et d'aller en tester une autre ou de rentrer par la fenêtre, hein. C'est chacun voit comme il veut et que tout échec, toute Alors attention, c'est illégal de faire ça. Rentrez pas c'est comme ça vrai? chez les Ah! gens. Ouais, enfin voilà, mais il y a des fois où il y a des personnes qui toquent à la fenêtre, tu vois? Donc bah, si la fenêtre s'ouvre, du coup, tu rentres. Mais parce que la fenêtre a été ouverte après toi qui et aussi le fait de dans tout le parcours entrepreneurial, il y aura forcément des obstacles, il y aura forcément des choses qui vont nous détourner de notre but ou en tout cas nous retarder ou en tout cas nous faire prendre un autre chemin qu'on n'imaginait pas au début et ça, en fait, j'avais pas compris parce que moi, comme je fonce, si je choisis de prendre ce chemin-là, mais faites chier, moi je vais y aller par là, je vais par là. Même si j'ai un incendie à traverser, même si j'ai une rivière où je vais me noyer, même s'il y a un parc avec des grizzlies, oh, c'est quoi le problème? Je vais aller en face, vas-y, j'y vais, faites chier. Vous avez trop peur, vous m'emmerdez, j'y vais, tu vois? Et la meuf, elle va finir: «Oh putain, il a agressé, j'ai failli me faire, bouffer, me faire griffer et tout, putain, j'ai couru, j'ai pleuré, mais fou!» Tu vois? Moi, c'est un peu ça mon truc, tu vois? La meuf est totalement tarée. Je commence à comprendre le truc et qu'il y a des fois, c'est bien, il y a des fois, c'est moins bien et il faut juste accepter ces parties-là et donc le fait que l'obstacle est le chemin aussi, du livre de, Ryan Holiday toujours. Faut savoir qu'Angélique, elle nous montre toute sa bibliothèque là, parce que si vous êtes pas sur YouTube, vous voyez pas, mais elle nous montre toute la bibliothèque. Donc Mais moi, ces 4 pépites-là m'ont vraiment aidée, en fait. Je les ai lues dans cette phase-là où j'étais en train d'en chier, de savoir: «Putain, mais qu'est-ce que je fais? J'arrête le cheval, mais je fais quoi à la place? Est-ce que je suis vraiment faite pour être entrepreneur? Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ça finalement? Est-ce que je devrais pas, retourner me trouver un job, mal payé?» parce qu'en fait, bah, mes diplômes m'empêchent d'aller chercher un job, ce que j'appelle bien payé et puis il y a des fois des contraintes que je ne veux pas et plein de choses comme ça et qu'en fait, ces choses-là me sont arrivées, je les ai comment dire? En fait, j'ai toute une liste de bouquins et quand je suis allée à la bibliothèque et donc je voulais les trucs de l'échec, donc elle les avait. Mais j'ai dit: «Dans toute ma liste, qu'est-ce que vous avez là, en librairie, quoi?» et c'était ces 2 livres de Ryan Holiday et j'ai dit: «Bah, ça, c'est OK, c'est que je dois les lire, enfin que je dois, c'est que ça m'invite à les lire, donc bah, je vais les lire, quoi» et en fait, c'est arrivé au bon moment. Je sais très bien que si je les relais aujourd'hui, soit je serais pas intéressée, soit je verrais pas le même message, mais en fait, à cette époque-là, ça m'a permis de comprendre tous les écueils, tous les échecs, tous les tests et aussi que, bah, peut-être c'est juste un revirement de situation, donc ça m'empêchera pas de devenir qui j'ai envie d'être, de devenir la personne que je mérite de devenir et en tout cas de de réussir ou de visualiser à obtenir le chemin que j'imaginais pour moi, tu vois? Même s'il est un peu différent, ça se passera peut-être pas comme je l'ai imaginé, quoi et c'est de la résilience, en fait, on en revient à ça et moi je pensais pas tu sais, quand on parlait pendant le covid, la résilience et tout, bon, moi, c'était un mot un peu perché. Là, je commence à comprendre un peu la signification de ce mot-là, mais le sens complet et plein, en fait, de ce mot-là. Aujourd'hui, tout entrepreneur qui est en train d'en chier, j'ai envie de dire, oui, ça demande, d'être entrepreneur, ça demande du courage, ça demande de les sortir un peu ses tripes, qu'il y aura des efforts nécessaires à faire pour devenir la personne qu'on a besoin d'être pour être l'entrepreneur qu'on a envie de devenir et que, par contre, ça doit jamais être au détriment, selon moi, de sa santé. Je me suis grillée. Je pense que j'ai dû faire facilement un ou 2 burn-out. J'ai pas été diagnostiquée parce que je suis dans le déni, j'ai pas voulu aller, le faire et aussi lorsque j'ai traversé cette période de, vente de maison, de séparation, que c'était même mon choix et plein de choses comme ça. Ce que je savais pas, c'est que l'année 2023, je me suis totalement effondrée. J'ai perdu 15 kilos sans m'en rendre compte et qu'en fait, j'étais devenue malade. Mais ça, je le savais pas et c'est une fois sortie du ravin que je me suis rendu compte de tout, mais surtout tout ce que ça avait amené comme choix, comme conséquence, comme comportement, comme fuite en avant aussi et parce que des fois le voir de faire, c'est de la fuite en avant et que, et aussi d'aller en fait découvrir qui on est à l'intérieur parce que dans l'entrepreneuriat, on veut toujours faire, établir, faire des plans, servir son client et cetera. Mais il y a des moments aussi se connecter à qui on est et chercher véritablement la personne qui est en nous pour aller la découvrir. L'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin pour aller la rencontrer et une fois qu'on l'a rencontrée, je pense qu'on peut la laisser éclore, se développer et surtout se déployer. bien, bah, je pense que sur ces belles paroles, on peut s'arrêter parce qu'on est pas mal sur ce beau message. Du coup, Angélique, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Insta ou On me retrouve partout sur internet au nom de Le Regard Angélique, donc Instagram à ce nom-là, LinkedIn Angélique Gauthier Le Regard Angélique et puis sur mon site internet qui est encore en transmutation et je serais ravie, d'échanger avec les auditeurs du podcast sur, autant ce que ça a éveillé en eux,
Autant si justement il y a des choses que je n'ai pas perçues, mais que eux perçoivent avec leur expérience, qui peuvent m'aider à continuer de grandir, construire et expérimenter. Et aussi, s'il y a de la team équestre qui écoute ce podcast, même agriculteur d'ailleurs, je serais ravie d'interagir avec chacun sur ce que j'ai évoqué là-dedans. Parce que même si moi, j'ai échoué dans ce secteur-là, que c'était pas forcément ma voie, je sais très bien qu'il y en a d'autres qui réussissent dans la photographie équestre ou dans le secteur équestre, même le secteur agricole, qui réussissent ça très bien et je les félicite parce que, bah, c'est vraiment, quelque chose de très beau qu'ils ont fait. C'est pas parce que moi j'ai échoué que tout le reste du monde devrait échouer. C'est pas un métier perdu, c'est juste qu'en fait, à mon avis, ça ne correspond pas à mes critères de réussite, elle est aux critères que je veux mener pour ma propre vie. Trop bien. Bah, l'appel est lancé. On vous laisse, prendre contact et merci beaucoup Angélique Merci. pour, ta venue. Merci à vous pour l'invitation. Ce podcast est pépite et je souhaite qu'il continue à perdurer parce que c'est vraiment quelque chose qui transcende chaque entrepreneur qui vit un échec et il mérite d'être connu avant même qu'on découvre qu'on fait un échec. Qu'on vit un échec, pardon. Merci. Merci beaucoup. Merci les filles. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?